Ok, merci. Attends, moi je vais passer à vous. Ok. Ok, bon bah bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que ça marche bien. Donc mon nom est Nicolas Garnier, je travaille pour Google et aujourd'hui je vais vous présenter une de nos API qu'on a lancée assez récemment, c'est-à-dire un petit peu avant Google I.O. Cette année, donc au mois de juin, et qui s'appelle l'API Google Drive Real-Time. Google Drive Real-Time API, c'est le nom complet. Donc, voyons voir d'abord un petit peu, je vais vous faire une petite introduction sur les concepts et faire quelques démos de comment marche l'API. Donc, en gros, l'API, qu'est-ce qu'elle offre? Très rapidement. En gros, elle va vous offrir à votre application donc la possibilité de créer des applications web qui offrent un peu les mêmes capacités. Pardon, je vais avoir du mal à parler français parce que ça fait un moment que je travaille en anglais. Donc, les mêmes un peu capacités, les mêmes fonctions que ce qu'on peut avoir dans Google Docs en termes de collaboration en temps réel. C'est un petit peu le but de cette API. Donc c'est une API entièrement JavaScript, donc vous n'allez pas du tout avoir besoin de manager du code côté serveur. Ça va vous donner par exemple des updates en temps réel, click by click ou caractère par caractère. Résolvez les conflits pour vous, vous donner un petit peu avoir des fonctions de savoir la présence des autres collaborateurs, ce genre de choses. Donc, aussi undo, redo, on va voir ça après, un peu comment ça marche. Et tout ça, c'est un petit peu le back-end, là où est sauvegardé toutes ces données temps réel, c'est Google Drive. Donc d'abord, je vais vous faire une première démo rapidement pour que vous compreniez bien un peu les capacités de cette API. Donc, c'est une petite application toute simple qui s'appelle Real-Time Cube, qui a été développée par un de nos ingénieurs, un petit peu comme une petite démo, et qui montre un peu les capacités de l'API. Ici, on a deux collaborateurs, donc moi et Monsieur Pringle, qui collaborent en temps réel sur ce Rubik's Cube. Donc, on peut voir qu'on peut aussi utiliser un petit peu cette API pour faire des jeux. Donc, vous voyez, il y a un petit temps de latence entre les deux, mais là, à gauche, donc c'est peut-être pas très fluide pour vous à cause de la présentation vidéo, mais à gauche c'est moi et à droite c'est Monsieur Pringle. Donc comme vous voyez, si l'un ou l'autre modifie quelque chose dans le Rubik's Cube, l'autre obtient en temps réel les modifications. Donc, on va voir après un petit peu plus en détail comment tout ça marche. Mais voilà, c'était un peu pour vous montrer une idée. Donc, un Rubik's Cube, c'est peut-être pas exactement le truc sur lequel on a envie de collaborer, mais bref, c'était marrant. Alors, en fait, vous pensez, si vous vouliez un peu rajouter des fonctionnalités de collaboration en temps réel à votre application, vous êtes là, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire moi-même, hein? Et là, je vais un petit peu vous montrer quels sont tous les composants que vous allez devoir penser et tous les composants que vous allez devoir coder et manager vous-même pour avoir une espèce d'expérience de collaboration en temps réel sur un document qui est similaire à ce qu'on peut voir sur Google Docs. Donc d'abord, il va falloir que vous ayez un constant storage, du stockage consistant. Bon, vous êtes là, ouais, mais moi j'ai qu'une machine. De toute façon, bon, si elle tombe en panne, je la redémarre et voilà, c'est réglé. Mais bon, c'est peut-être pas ce qui est idéal. Vous devez aussi avoir un système d'authentification et de sharing, donc un peu de management un peu des collaborateurs, donc donner des droits aux documents, etc. Vous allez devoir aussi coder un protocole utiliser des méthodes pour faire des push notifications en JavaScript. Donc, il y a 2-3 méthodes, mais bon, c'est assez compliqué d'avoir quelque chose qui marche pour une gamme de browsers, surtout sur Internet Explorer, assez étendue. Il va falloir résoudre les résolutions de conflits. Donc, quand il y a des conflits, quand deux utilisateurs modifient la même partie du document, par exemple. Vous allez devoir inventer ou créer un protocole d'échange de données client-serveur, un système pour faire l'over côté serveur, un système pour manager tous les documents qui ont été créés, voilà, faire du undo, redo, manager les ACL, et aussi Server Affinity, Data Replication, User Presence, la Version History, et tout ce qui est un petit peu
vous savez, interface pour partager et tout ce qui est notification, métadonnées, user profiles, etc. Donc il y a quand même énormément de blocs que vous allez devoir créer et coder, et tout ça va prendre extrêmement longtemps, c'est extrêmement compliqué. Ou alors, en fait, vous pouvez utiliser notre API qui fait un peu tout ça pour vous, et on va voir comment ça marche un petit peu rapidement, mais voilà, tous ces blocs, toutes ces features, quoi, toutes ces possibilités sont un peu cachées pour vous. Tout ce que vous faites, votre application, elle a juste besoin d'éditer un modèle de données qui est en temps réel, qui est partagé en temps réel entre tous vos collaborateurs. Et tout le reste, on va un petit peu le faire pour vous. Donc c'est un petit peu ça. L'interface de l'API Real-Time API, c'est de Google Drive, c'est le modèle de données. Donc vous modifiez le modèle de données et tout le reste, tout ce qu'on a vu va être un petit peu voilà, managé pour vous. Donc il y a pas mal de petites applications qui ont commencé à utiliser cette API, qui est assez sympa. Et je vais vous faire une démo de deux d'entre elles. Donc la première démo qui s'appelle Neutron Drive. Est-ce que quelqu'un connaît Neutron Drive dans la salle? Vous levez la main? Non, personne. Donc c'est Neutron Drive. Voilà, Neutron Drive, ils ont créé. Donc vous n'allez pas pouvoir voir le texte, mais c'est pas ça qui est très important. En fait, c'est un IDE, donc un éditeur de code sur le web en temps réel, enfin en temps réel grâce maintenant au fait qu'ils utilisent notre nouvelle API, et qui utilise Google Drive un petit peu pour stocker tous vos codes, tous vos fichiers de code un petit peu. Donc là, on voit qu'il y a un fichier index.html, donc un fichier HTML qui est partagé entre deux personnes, et on voit que ça marche. On a un petit peu les mêmes fonctionnalités ici que dans Google Docs, par exemple. On a le partage en temps réel de la sélection d'utilisateurs. Donc, si un utilisateur sélectionne un champ texte, l'autre le voit avec la couleur qui est associée à l'utilisateur, etc. Ça marche dans les deux sens. Si un utilisateur commence à taper du texte, vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est tout petit chez vous, mais le texte s'affiche en temps réel chez l'autre utilisateur, etc. Donc, c'est assez sympa. Et ça, ils l'ont fait en utilisant notre API. Ça donne un petit peu un feeling Google Docs qui est sympa, en ayant tout ce qui est syntax highlighting et plein de petites choses comme ça qui sont hyper sympathiques. Voilà, donc ça c'était Neutron Drive, c'est assez sympa, vous pouvez l'essayer plus tard si vous voulez. Je crois que c'est neutrondrive.com maintenant. Ils ont acheté un nom de domaine. Avant, ils étaient sur AppSpot, donc ils utilisent App Engine pour le côté serveur. Et ça, non, ça je vous ai déjà montré, Timecube, pardon. Et la deuxième application que je vais vous montrer, voilà, c'est Draw.io. Donc Draw.io, c'est une application qui permet de faire des petits graphiques, qui est d'ailleurs assez complet. Ils ont beaucoup de formes qui existent, même tout ce qui est schéma électrique, tout ça, c'est assez sympa. Et là aussi, ils utilisent notre application. Vous voyez, là, c'est deux utilisateurs. Pareil, à gauche, c'est moi et à droite, c'est Mr. Pringle. À chaque fois que je modifie quelque chose ou que je rajoute une forme, etc., l'autre la voit avec un petit indicateur de couleur. Donc, ce qui est sympa dans l'API Google Drive Real-Time, c'est que on vous donne automatiquement une espèce de couleur, un petit peu comme dans Google Docs. On assigne une couleur par utilisateur et vous pouvez utiliser ça pour tout ce qui est un peu indicatif visuel de ce que fait un utilisateur. Donc, moi, j'ai un indicatif visuel vert et Mr. Pringle, c'est rose. Ce qu'ils ont aussi fait en utilisant notre API, c'est un chat. Et un chat, c'est en fait extrêmement simple en utilisant l'API Google Drive Real-Time API parce que d'un point de vue un petit peu modèle de données, un chat, c'est hyper simple, c'est juste une liste de strings, quoi, une liste de strings collaborative. Et donc, dès que quelqu'un tape quelque chose, salut, l'autre le voit. Tout ça, c'était très simple à coder. Bonjour, Mr. Pringle. Hop. Vous voyez que ça marche bien. On a aussi des indications quand du moment où un autre utilisateur joint un petit peu le document sur lequel on collabore. Donc ça, on a ça aussi, c'est une des fonctionnalités de l'API qui vous dit quand un collaborateur arrive ou part du document. Donc ça permet aussi d'updater le petit l'indicatif visuel de collaboration en fait. Enfin, de savoir quels sont les utilisateurs présents. Un petit peu comme ce qu'on a aussi dans Google Docs.
Voilà, ça c'était tout pour les démos. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de code pour vous montrer comment ça marche. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de codage, vous montrer que c'est pas très très compliqué. Ça c'est juste un petit récapitulatif pour bien expliquer. Désolé, tous mes slides vont être en anglais. J'ai pas du tout le temps de les traduire en français. Il faut expliquer que ce qu'on focus, c'est vraiment notre focus, c'est le data model, le modèle de données. Donc on va updater ce modèle de données. Et tout ce qui est un peu broadcasting du changement sur le modèle de données va être pris en charge par l'API. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer quel a été le modèle de données qu'on a utilisé pour le Real-Time Cube, donc le Rubik's Cube en temps réel. Donc, pour vous montrer que c'est assez simple, c'est comme ça qu'ils ont designé leur modèle de données pour que ça marche bien avec l'API. Donc toutes les applications qui utilisent l'API ont tout d'abord un root, la racine. Une racine qui est un map, donc un dictionnaire en français, qui est collaboratif et dans lequel qui est le point d'entrée vraiment de notre modèle de données et sur lequel on va rajouter, on va insérer tous nos autres objets collaboratifs, donc qui sont vraiment eux le modèle de données spécifique à notre application. Donc ici pour le Real-Time Cube, donc en fait ce qu'ils ont choisi de faire, c'est simplement que le Rubik's Cube c'est une liste de mouvements en fait. Donc le Rubik's Cube commence toujours de la même façon, et comment il calcule un petit peu la position actuelle du Rubik's Cube, c'est en rajoutant, enfin en gardant en mémoire tous les mouvements qui ont été effectués par chaque utilisateur. Donc chaque mouvement c'est un JSON object, donc avec une direction, un point de départ et quel utilisateur l'a fait, etc. Et tout ça, il rajoute simplement ces petits objets dans la liste collaborative. Et comme ça, les autres collaborateurs récupèrent ces mouvements et peuvent modifier leur interface en fonction. Donc voici un petit peu le code qu'il a fallu avoir besoin, enfin qu'il a fallu coder pour le Rubik's Cube collaboratif. Donc on voit que ça ne demande pas énormément de choses. Il y a la première ligne qui lui va lancer l'API Real-Time API. Il y a cette première fonction qu'on passe à cet appel de fonction ici, initModel. InitModel, c'est quelque chose c'est une fonction qui va être appelée une seule fois quand le document va être créé pour la première fois. C'est-à-dire la première fois qu'un collaborateur commence à écrire sur un document collaboratif, initModel est appelé. Donc ici, on va initialiser le modèle de données, donc on va créer cette liste de mouvements collaboratifs que vous avez vu juste avant, et on va le rajouter à la racine. C'est tout. La deuxième fonction, qui s'appelle onFileLoaded, elle va être appelée à chaque fois que un collaborateur ouvre le document. Donc ici, c'est un petit peu l'initialisation. Voilà, on sait qu'on a déjà cette liste collaborative qui a été créée la première fois. Ici, on veut juste récupérer un pointeur vers le modèle de données qui va nous permettre dans le reste de l'application de fonctionner. Et on va rajouter un listener sur cette liste. On veut savoir à chaque fois qu'une valeur est ajoutée. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on rajoute un listener. Donc à chaque fois qu'une valeur va être ajoutée par n'importe qui collabore sur ce document, on a update display ici qui est une fonction que je ne montre pas, mais qui va mettre à jour l'interface, qui a rien à voir avec l'API RealDrive. C'était ce qui était déjà codé, par exemple, avant, quand c'était pas collaboratif, qui va être appelé. Et on a addMove. addMove, c'est à chaque fois qu'on veut rajouter un mouvement, donc à chaque fois qu'un utilisateur fait glisser le Rubik's Cube, on appelle cette fonction qui, lui, en fait, va ajouter un objet de mouvement, un move, à l'API, à la liste collaborative. Donc, assez simple. Et le reste, c'est un peu ce qu'il y avait dans l'application avant qu'elle soit collaborative. Donc, tout ce qui est montrer le Rubik's Cube en 3D, tout ça, on ne montre pas parce que c'est pas le sujet de cette présentation, mais c'est très très simple. C'est juste pour montrer que c'était quand même assez simple de rajouter la partie collaborative grâce à l'API sur cette application. Alors, maintenant, d'un point de vue plus général,
l'API, comment elle marche? Déjà, elle vous propose 4 types de modèles de données collaboratifs. Donc, le premier type, là, ce que je vais montrer dans le Rubik's Cube, on a juste utilisé une liste collaborative, parce qu'on n'avait pas besoin d'autre chose. Et bien sûr, la racine, qui, elle, est un map, un dictionnaire en français. Et voici un peu les autres types de données. Donc, il y a aussi un string qui, elle, un string collaboratif, donc qui elle est pas mal parce qu'il vous permet de recevoir des updates caractère par caractère. Donc c'est ce qu'utilise par exemple Neutron Drive, l'éditeur de code en temps réel, qui est un string collaboratif, et on se charge d'envoyer par bloc, parce qu'on fait un peu de concaténation quand même, on n'envoie pas chaque caractère qui est tapé, on a un petit threshold, par exemple toutes les 200-300 millisecondes, on envoie ce qui a été tapé. Si on tape très vite, on envoie plusieurs caractères. Tout ça va être dispatché aux autres collaborateurs, caractère par caractère. Et il y a aussi une petite fonction pas mal qui permet d'avoir une update du pointeur. Donc, le pointeur peut changer de manière différente. Si un autre collaborateur rajoute du texte avant votre pointeur, il faut aussi décaler le curseur. Quand je dis le pointeur, c'est le curseur. Où est votre curseur dans le texte? Il y a aussi une petite fonctionnalité pour tenir ça à jour, qui est assez sympa. Et ça, c'est juste pour vous montrer le code en dessous, comment on rajoute les listeners sur ce string collaboratif. Donc, il y a deux types d'événements possibles, qui est texte inséré ou texte deleté. Et c'est à vous après de mettre à jour votre string chez tous les clients. C'est assez simple à faire. Ensuite, il y a le deuxième type de données, c'est un objet. Donc là, ça va être un objet JavaScript, comme vous pouvez encoder d'habitude. Il y a un moyen de le rendre collaboratif. Et là, vous rendez c'est par attribut. Donc, vous spécifiez quels sont les attributs qui sont collaboratifs lorsque vous créez votre modèle de données, par exemple. Donc, ça vous permet d'utiliser des objets Java. Et là, c'est assez sympa. On utilise des getters et setters implicites pour rendre tout ce qui est collaboration en temps réel automatique. Donc, c'est assez sympa, assez perfectionné. C'est assez simple d'utilisation. Et ce qu'on a vu juste avant dans le Real-Time Cube, qui sont les dictionnaires, les maps et les listes collaboratives. Donc là, c'est simple, quand on ajoute un objet au dictionnaire ou à la liste, ou quand on en enlève un, ou quand on set une valeur dans la map, tout ça, ça envoie des événements aussi aux autres collaborateurs. Donc l'API Real-Time API, elle est intégrée avec Drive. Donc le nom complet, c'est Google Drive Real-Time API. Donc il y a quand même une intégration assez poussée avec Google Drive, et vous devez utiliser Google Drive pour certaines des fonctionnalités de l'API. Donc par exemple, pour tout ce qui est autorisation, donc avant de commencer à utiliser l'API, il faut que vos utilisateurs autorisent grâce à OAuth 2, comme ils autoriseraient pour utiliser n'importe quelle autre API Google. Pardon. Et vous devez autoriser le scope Google Drive, qui vous donne aussi accès à Google Drive. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les widgets qui sont créés avec, les widgets qui sont disponibles pour toutes les applications Google Drive. Donc, ce qui permet, par exemple, d'ouvrir des fichiers. Je vais vous le montrer juste après. On appelle le picker widget. Et pour tout ce qui est le reste, c'est-à-dire créer un document la première fois, il faut utiliser l'API Google Drive. Si vous voulez modifier le titre, il faut utiliser l'API Google Drive, parce qu'on doit créer un document d'abord avant de commencer la collaboration. Donc, je vais vous montrer juste après, par un exemple concret, comment ça marche. Et dernièrement, tout ce qui est sharing, tout ce qui est partage, un peu gestion des ACL, de l'Access Control List, c'est-à-dire des droits d'édition ou de view. Là aussi, vous pouvez utiliser l'API Google Drive, ou sinon on a un widget qui est préfabriqué pour vous, qui s'appelle le Sharing Widget, que je vais vous montrer aussi. Donc ça, c'est les deux widgets. Je vais vous montrer un petit peu les widgets qui sont disponibles. Donc ça fait un petit peu des composants d'interface que vous n'avez pas besoin de coder comme ça. Si vous voulez utiliser le Sharing Widget, celui qui est à droite, là, c'est le même Sharing Widget qu'on utilise dans Google Docs ou dans toutes les propriétés Google pour partager un document dans Google Drive, par exemple. Et à gauche, celui qu'on voit, c'est le picker. Ça vous permet de lister un peu les fichiers et d'ouvrir un fichier. Vous pouvez utiliser ça aussi dans votre application. Et je vais vous montrer sur le Real-Time Playground comment ça marche. Donc, le Real-Time Playground, c'est un
un petit utilitaire qu'on a créé qui vous permet de un peu comprendre comment marche l'API. Ça vous montre un peu toutes les fonctionnalités de l'API Google Drive Real-Time, un petit peu vous montrer comment ça marche. Donc on va passer au Real-Time Playground. Et ça vous montre un petit peu étape par étape ce qu'il faut faire d'abord avant de pouvoir utiliser l'API. Donc la première étape, ici ça vous guide, l'outil vous guide un petit peu. Il faut autoriser votre utilisateur à utiliser l'API Google Drive pour pouvoir utiliser tout ce qui est collaboration en temps réel. Donc c'est la première étape. Ici vous voyez, on demande l'accès à Google Drive en fait. Donc j'accepte. Ensuite, il va falloir créer un document qui va nous permettre d'avoir un point où on va, un endroit où on va un petit peu stocker toutes ces données temps réel. Vous pouvez aussi choisir d'ouvrir un document existant. Donc ouvrir, ça utilise le picker. Vous voyez que j'ai utilisé l'application pas mal de fois. Je les appelle par défaut New Real-Time Playground File. On va en créer une. Ici, ça utilise l'API, donc ça crée un nouveau fichier avec un nom qui s'appelle New Real-Time Playground File. Et la troisième étape, qui est optionnelle bien sûr, vous allez devoir partager ce document si vous voulez qu'il y ait d'autres, un peu comme dans Google Docs, vous créez un Google Docs, il faut partager votre Google Docs pour qu'il y ait d'autres collaborateurs qui viennent. Là aussi, vous devez partager le document, vous pouvez bien sûr aussi le rendre public, et là, n'importe qui peut juste venir et éditer le document, ça marchera aussi en temps réel, bien sûr. Et oui, et si on clique sur Sharing, ça va utiliser l'interface de sharing de Google Docs, de Google Drive, c'est la même. Ça a accès à tous vos contacts, par exemple, hop, vous voyez, avec l'autocomplete. Donc ça, c'est déjà précodé pour vous si vous voulez utiliser ça. Si vous ne voulez pas utiliser l'interface de sharing, vous pouvez utiliser l'API qui, pour un peu créer les choses pour faire les choses de manière programmatique, vous pouvez utiliser l'API Google Drive. Et là, on va vous montrer un petit peu. Il y a une petite démo on démo chaque modèle de données. Donc ici, c'est la string collaborative. Donc à chaque fois que je tape, à droite, on vous montre un peu tous les événements qui sont en train de se passer. C'est peut-être petit pour vous à l'écran, mais à droite, on montre tous les événements qui sont en train de se produire quand un utilisateur tape quelque chose modifie une string collaborative. Donc si je tape très vite, vous voyez ici, à droite, ASD, il y a eu un événement qui dit, il y a une string qui a été insérée, ASD à la position 14, et la position du curseur a elle aussi été shiftée. Donc ça, c'est la string collaborative. Je vais ouvrir ce document 2 fois. On peut aussi partager les choses avec soi-même. Comme dans Google Docs, si vous ouvrez un Google Docs vous-même, avec vous-même, vous pouvez un peu collaborer avec vous-même. Vous voyez 2 curseurs sur l'écran. Ici, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a 2 collaborateurs en haut à droite, qui est 2 fois moi. Et si je tape quelque chose ici dans le string, l'autre reçoit aussi les événements dans son log et la string est updatée. C'est un peu pour vous montrer comment marche l'outil. Il marche avec plusieurs utilisateurs. Après, on montre un peu pareil comment rajouter un item dans une liste. Vous pouvez regarder le code parce que le code est un peu ici canonique, on utilise toutes les fonctions, donc si vous demandez comment quelque chose peut être fait, vous pouvez regarder le code qui est open source, qui est sur GitHub de cette application. Et ici, on vous montre un peu tous les événements, tout ce qui est events qui vont être broadcastés aux utilisateurs, tout ce qui se passe en réalité. Donc ici, vous voyez, j'ai inséré un item dans une liste à la position 4. Pareil, quand on modifie une map, on vous montre ce qui se passe, ou quand on modifie un custom object, donc un objet Java qui est collaboratif. Voilà, donc ça c'était le playground de l'API Google Drive Real-Time, qui est assez sympa vraiment pour vous aider à comprendre comment ça marche. Il y a aussi, on vous montre comment le undo-redo marche. Donc, vous voyez que ça marche, ça fait un peu l'événement inverse de ce qui s'est produit en dernier sur l'utilisateur courant. C'est sympa. Voilà. Ça, c'était le playground qui vous permet de comprendre comment l'API marche. Maintenant, je vais lister un peu quelques autres fonctionnalités qui ne sont pas les fonctionnalités vraiment premières à l'API, mais c'est un peu autour. Donc, il y a tout ce qui est présence. Vous l'avez vu quand je vous ai fait la petite démo avec le playground. On peut savoir quand un collaborateur a joint ou est parti. Donc, pareil, il vous suffit d'enregistrer un listener sur ce type d'événement et on vous donne toutes les infos quand ça arrive.
Et il y a aussi bien sûr les profils utilisateurs, donc on vous donne pas mal d'informations comme, enfin basées un peu sur Google+, quoi, sur le compte Google de la personne. Donc s'il a mis une photo, on vous donne la photo, son nom, on vous donne une couleur qui permet vraiment d'afficher une couleur pour associer à l'utilisateur, qui est assez pratique, un ID, etc. Donc c'est assez pratique, vous avez tout ça, toutes les données Google en temps réel. Il y a tout ce qui est undo, redo, pareil. Pareil, en fait, c'est vraiment assez simple à mettre en œuvre parce que c'est un simple appel de fonction. Il y a un événement aussi qui vous dit quand est-ce qu'il est possible de faire undo, redo. Par exemple, quand vous commencez sur un nouveau document vierge, il n'est pas possible de faire un undo, redo. Donc, vous avez un événement pour vous dire quand est-ce que undo, redo est possible. Comme ça, vous pouvez par exemple désactiver ou réactiver vos boutons sur votre interface. Ça permet de faire ça. Assez pratique. Compound Operations. Donc, Compound Operations, je n'ai pas vraiment fait de démo avant, mais ça vous permet d'un peu d'agglomérer plusieurs changements ensemble et d'être sûr qu'elles sont envoyées au serveur en même temps. Donc, c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous faites un Begin Compound Operation, faites un ou deux ou plusieurs changements à votre modèle de données. Vous faites le End Compound Operations et c'est là que ça va être envoyé au serveur. Ça permet vraiment d'avoir des modifications faites de manière un petit peu unitaire. Il y a aussi tout ce qui est management d'erreurs, tout ça c'est centralisé dans une fonction, c'est assez pratique. Par exemple, ça va vous dire quand est-ce qu'il va falloir, si vous êtes un petit peu familier avec OAuth2, quand est-ce qu'il va falloir faire le refresh de votre token parce qu'il est expiré. Donc ça permet de le faire uniquement quand il y en a besoin. Ça va vous dire par exemple quand est-ce que le fichier n'est pas trouvé, not found. Par exemple, c'est quand on a une erreur 404, donc ça c'est souvent quand on n'a pas les droits d'accès au fichier, quand on essaie d'ouvrir un fichier où on n'a même pas read access. Donc tout ça c'est centralisé, c'est assez pratique. Bon, là c'était un petit peu toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, ça c'est un petit peu tout ce qu'il y a de disponible pour l'instant dans l'API. Pour finir, je voulais vous expliquer un petit peu comment ça marche, donc niveau technique un petit peu derrière, nous comment est-ce qu'on a implémenté ce mode de collaboration en temps réel. Tout ça c'est fait avec ce qu'on appelle un système qui s'appelle les Operational Transforms, donc qui est un système que Google, enfin un petit peu plutôt un procédé que Google a aidé à établir, à inventer. Et je voulais vous expliquer de manière assez haut niveau comment marchent les Operational Transforms. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre tout ce qui est résolution de conflits, etc. Donc, tout d'abord, notre but. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir c'est deux choses. C'est que les utilisateurs, eux, en local, sur leur page web, il faut qu'ils voient les modifications qu'ils sont en train d'effectuer eux-mêmes. Donc, quand on tape quelque chose, par exemple, ils veulent les voir de manière immédiate. Vous ne voulez pas du temps de latence. Vous ne voulez pas que ce que vous tapez soit envoyé au serveur d'abord avant de pouvoir les afficher. Donc, on veut vraiment voir ce qu'on est en train de faire en local de manière immédiate. Et deux, on veut bien sûr voir ce que les autres utilisateurs font et que tout ça ait un sens dans le contexte de votre application. On veut qu'à la fin, tout ce qui est résolution de conflit marche proprement. Donc c'est un petit peu les deux buts, et un petit peu pour ça qu'on a créé ce qui s'appelle, qu'on utilise ce qui s'appelle Operational Transforms ici. Donc, comment est-ce qu'on va un petit peu faire que tout ça marche bien? Tout d'abord, on va faire que chaque changement au data model va être ce qu'on appelle une mutation. Donc un petit peu les mutations, c'est un petit peu l'unité de transformation qui est appliquée quand chaque utilisateur modifie quelque chose dans le document. Donc, juste un exemple, quand un utilisateur insère le mot real-time ici dans cette string, on a une mutation qui dit, voilà, l'utilisateur a inséré real-time à la position 6 dans cette string. Pareil, quand il efface quelque chose, quand il enlève des caractères, il y a une mutation qui s'appelle delete ici. C'est assez simple. Ça, c'est vraiment les mutations qui sont... c'est vraiment l'unité de valeur dans l'Operation Transform, dans la théorie Operation Transform. Ensuite, toutes ces mutations, on va les stocker côté serveur, et même côté client, on va voir après. Mais toutes ces mutations, en gros, vont être stockées. Donc, tout ce qui se passe, on va garder un petit peu l'historique de tout ce qui a été fait en mutation.
Voilà. Et pour que ce soit affiché, enfin envoyé au nouveau collaborateur, à la nouvelle personne qui ouvre un document, bien sûr, on va pas leur envoyer la liste de tout ce qui s'est effectué. Ça, on garde un petit peu côté serveur. On va prendre ce qu'on appelle, on va créer des snapshots. Donc, on va un petit peu garder, voilà, c'est ça un petit peu le dernier snapshot, comment est la string. Le snapshot, c'est ça qui va être envoyé au nouveau document, pardon, au nouveau utilisateur. C'est ça qui va être pour que ce soit bien plus rapide. Mais côté serveur, vraiment, c'est important de garder cet historique. Alors, ensuite, pour un petit peu résoudre le premier problème qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on voulait que les utilisateurs, ce qu'ils tapent soit affiché de manière directe, qu'il n'y ait pas un temps de latence, au moins en local. Donc, les mutations locales, elles vont être appliquées immédiatement. Donc, quand Alice tape le mot rainy ici, dans The Day is Down, Alice insère rainy, elle, en local, et en même temps, Bob va insérer le mot brightly à la fin. Donc, en local, pour chaque utilisateur, ces mutations sont appliquées immédiatement. Et on va voir qu'après, il va y avoir un petit conflit à résoudre. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que les mutations sont out of date, pardon, en français, je comprends, sont hors de date. Non, je plaisante. Les mutations, les deux mutations qui ont été appliquées en local par chaque utilisateur ne vont pas pouvoir être appliquées en fait de manière directe aux autres parce qu'elles ne sont pas à jour par rapport à ce qui a été fait chez l'autre personne. Donc, par exemple, par ici, pour le premier utilisateur, lui, il a appliqué en local d'ajouter rainy, et la deuxième personne, elle, sa mutation, c'était insert brightly à la position 14. Vous voyez que ça donne un résultat qui est mauvais. Par contre, la deuxième personne ici, elle, lui, d'appliquer les deux mutations l'une après l'autre. Ah non, pardon. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est... désolé. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut atteindre comme but, c'est qu'en fait, on va devoir modifier la mutation. Donc, le insert 14, on va devoir la modifier pour qu'elle soit bonne dans le contexte de la personne. Donc ici, la modification, ça va être qu'on va devoir la shifter de 4 par rapport au insert qui a été fait avant pour que cette mutation devienne insert 20, brightly, pour qu'elle ait un sens dans le contexte de cette personne. Voilà. Et là, on voit que la string finale est bonne. Donc, pour pouvoir faire ça, en fait, c'est le serveur qui va devoir un petit peu transformer les mutations en fonction de l'ordre dans lequel elles reçoivent les mutations. Donc, ici, ce qui s'est passé en premier, le serveur a reçu la première mutation d'Alice, qui est insert rainy à la position 4. Bob lui a ensuite envoyé insert brightly à la position 14. Ça a été fait en même temps à peu près chez eux, mais côté serveur, c'est insert rainy qui a été reçu en premier. Donc Google, donc notre serveur va simplement avoir à passer la première mutation à Bob, parce qu'il n'y a pas de transformation à faire. Et on voit que chez lui, ça s'applique correctement. Par contre, côté serveur, le deuxième insert, brightly, n'a plus de sens dans le contexte, dans le nouveau contexte. Donc il va falloir faire un shift de cette mutation pour que ça devienne insert 20 brightly. Voilà. Et là, une fois que c'est appliqué, c'est pareil. Donc on voit qu'on a besoin de faire cette transformation côté serveur d'abord. Après, on a un petit problème, c'est que notre serveur ne peut pas être au courant, ne peut pas faire toutes les transformations qu'il va falloir effectuer pour que Operation Transform marche. Il y a un cas, par exemple, si c'était insert qui est reçu en premier, donc il n'y a pas de transformation à faire parce qu'il n'y avait pas de mutation précédemment. Ça arrive chez Alice, et là, on voit que le résultat n'est pas bon parce que si insert a été reçu en premier, il n'y a pas eu de transformation de la mutation côté serveur, et l'application chez Alice n'est pas bonne. Par contre, dans l'autre cas, là c'est bon. Côté serveur, rainy reçu en deuxième. La référence de la string côté serveur est bonne maintenant. Et chez Bob aussi, il n'y a pas eu de transformation à effectuer. Tout ça, c'est appliqué de manière correcte.
Donc en fait, là vous l'avez sans doute compris, il va aussi falloir en fait faire les transformations côté client. Donc c'était uniquement ce qu'il fallait faire. Donc faut faire dans les deux cas, donc les transformations, la première côté serveur et la deuxième côté client. Et comment on fait ça en fait? Il suffit de stocker l'historique des modifications côté client également. Et là, en théorie, ça doit marcher uniquement en stockant les modifications qui ont été effectuées par l'utilisateur local. Donc ici, on garde un petit peu la queue des mutations, donc RENI 4. Google envoie Brightly et insert est transformé côté client cette fois en insert 20 Brightly. Voilà, et on a la bonne string à la fin. Donc ça, c'était vraiment un sommaire de comment Operational Transform marche de manière très simple. Bien sûr, là, j'ai donné aucun détail d'implémentation parce que d'un point de vue implémentation, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement facile non plus à réaliser parce qu'il va falloir bien un moyen de deviner le contexte de la transformation, c'est-à-dire peut-être en passant avec chaque mutation une signature de la string pour voir à quelle version de la string elle doit s'appliquer ou ce genre de choses. Donc c'est un petit peu complexe à réaliser, surtout à savoir à quel moment, où est-ce que dans les strings il faut se rendre pour savoir quelles sont les mutations à prendre en compte pour la transformation. C'est un petit peu ça le challenge. Voilà. On a quasiment fini. Pardon. Donc un petit sommaire de ce que j'ai un peu présenté. Donc bien sûr l'API real-time est censé pouvoir faire que vous rajoutiez des systèmes de collaboration en temps réel de manière facile. On utilise les mutations et les transformations pour rendre cela possible grâce à ce qu'on appelle la théorie Operational Transforms. Et aussi, vous allez voir, si vous commencez à utiliser cette API, qu'il faut vraiment considérer, savoir un petit peu comment la collaboration marche d'un point de vue Operational Transform pour designer un data model qui va être au moins efficace, quoi. Pas qu'il y ait trop de choses envoyées sur donc aux autres, un nombre minimal de transformations envoyées par Internet. Donc des références, je vais vous donner un lien vers ces slides juste après. C'est les références vers toutes nos documentations, la documentation Real-Time API, Google Drive, des petits liens vers Real-Time Cube et le Playground qui sont tous les deux open source. Donc vous pouvez partir un peu de ce code-là si vous avez besoin, regardez pour référence un petit peu comment ça marche. Voilà, c'est terminé. Donc il y a un lien vers les slides ici. Goo.gl / vous voyez le petit code si vous voulez récupérer les slides pour votre information. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être vu qu'on a du temps qui reste, si n'importe qui s'il y avait des questions dans l'assistance, c'est le moment. Vous avez des questions? Oui. Alors attends, je vais couper la présentation. Tu m'entends? Oui. Il y a Mozilla qui a une API de collaboration aussi. Je ne connais pas trop ce qu'il propose. Est-ce que tu sais comment elle se place par rapport à ce que tu dis? Alors désolé, j'entends pas très bien. Faudrait que Benjamin répète sans doute ou que tu te rapproches. Ok, très bien. Il y a Mozilla qui a une API de collaboration aussi. Ouais, que j'ai pas été la voir. Est-ce que tu sais comment? Pas trop non plus. Je voulais que tu nous parles un petit peu, tu confrontes un petit peu à ce que tu viens de parler. Pardon, est-ce que tu peux répéter parce qu'il y a pas mal d'écho et ça doit un peu faire des interférences quand tu. Est-ce que ça se passe en concurrent ou est-ce que c'est pour être honnête, j'ai pas été voir, je savais même pas qu'ils avaient une API qui faisait ça. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de concurrents, même des plus petites boîtes comme Mozilla qui font des trucs pas mal. Bon, souvent ce qu'on a vu, c'est que souvent nos concurrents sont plus permissifs, c'est-à-dire nous on a quand même quelques restrictions, c'est-à-dire que tous vos utilisateurs vont devoir être des utilisateurs Google.
Ils vont devoir avoir un compte Google, bien sûr. Ils vont devoir autoriser, grâce à OAuth 2, l'utilisation de Google Drive, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour toutes les applications qui veulent créer ce type de collaboration en temps réel, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Par exemple, si vous avez déjà une application qui utilise votre propre système de login, Facebook Login, Google Login, Twitter Login, ça va marcher qu'avec Google Login, parce que vos utilisateurs vont pouvoir se loguer avec Google. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, veulent pas trop utiliser ça. Bon, par contre, l'avantage, du coup, comme on force les utilisateurs à se loguer grâce à ça, c'est qu'on va avoir bien sûr accès à leur profil. Donc vous allez avoir leur nom déjà, leur image. Du coup, tout va être stocké côté serveur sur leur Google Drive. Vous allez avoir un petit fichier qui s'ajoute, qui permet d'avoir une référence vers le document collaboratif, etc. Et c'est vrai que tout ça, ça vient avec un coût qui est celui que vous êtes obligé d'utiliser Google Login. Et pour certaines startups, c'est pas vraiment une option parce qu'elles veulent leur propre système de login pour avoir le contrôle complet de leur compte un petit peu. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Les grosses différences souvent. Donc c'est vrai qu'il y a des choses très bien qui sont faites, qui souvent vraiment proposent uniquement ce qui est un petit peu push notifications, quoi, de manière pure, c'est-à-dire envoyer les données et être sûr qu'elles sont broadcastées à tous les autres utilisateurs. Et il n'y a pas un petit peu tout ce qui est autour, c'est-à-dire tout ce qui est sharing, tout ce qui est gestion des access control lists, enfin des permissions, tout ce qui est compte utilisateur, profil, etc. Ça, il va falloir que vous les gériez vous-même. Voilà. Ok, merci. De rien. J'espère que j'ai répondu à ta question, hein, si j'ai pas très bien entendu au début. Ouais. Il y a une autre question ou pas? Parce que moi j'en avais une, c'était au sujet des quotas. Est-ce qu'il y a des quotas pour utiliser Alors, il n'y a pas de quota pour tout ce qui est... En fait, le seul quota qui est pris en compte, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le document, ça va utiliser un quota à Google Drive. Donc Google Drive, lui, l'API Google Drive, elle vient avec des quotas. C'est-à-dire, la fois où vous créez le document, ça utilise une opération. Si vous modifiez tout ce qui est sharing sans utiliser le widget, si vous rajoutez des utilisateurs à la liste d'accès, par exemple, ça c'est une opération. Mais tout ce qui est temps réel, c'est-à-dire envoi des mutations en temps réel, tout ça, il n'y a pas du tout de quota. Donc ça c'est complètement illimité. Et pour info, le quota Google Drive est assez élevé. Je crois qu'on a droit à 10 millions de requêtes par jour, qui est uniquement compté. Donc quand je vous l'ai dit, quand l'utilisateur ouvre le document, ça compte un quota. Et bien sûr, on peut vous donner plus de quotas de toute façon, si vous êtes vraiment très haut. Et il y a par contre une autre limite, c'est que je crois que le modèle de données, non, c'est la taille des mutations ne doit pas excéder 10 mégas, ce qui est assez énorme, parce que vous n'avez pas vraiment envie de vouloir faire des mutations qui sont envoyées à chaque changement et qui font 10 mégas. Donc d'habitude, vous essayez d'avoir ça le plus petit, le plus unitaire possible, pour que ça prenne le moins de temps à transmettre. Mais voilà, il y a une limite de 10 mégas là-dessus. Voilà. C'est quoi le nom de l'application pour les diagrammes? On me demande c'est quoi le nom de l'application pour les diagrammes? C'est draw.io, draw.io. Et je crois que eux, ils ont créé une version qui est uniquement pour Google Drive, qui a toutes les fonctionnalités Google Drive avec le temps réel. Et il faut aller sur leur sous-domaine qui est Drive, donc drive.draw.io. Et c'est assez sympa comme application, vraiment. Il y a beaucoup de possibilités. Je crois qu'ils ont pas mal de clients qui sont dans le monde bancaire, des boîtes électriques aussi, parce que ça permet vraiment de faire des tas de... Vous allez voir la quantité de diagrammes de petits composants de diagrammes qui est disponible est assez énorme. Donc voilà, si vous voulez même un peu dessiner des schémas électriques, c'est possible assez facilement avec eux, parce qu'ils ont les composants un peu de schémas électriques déjà faits, mais même pour ce qui est ils ont dit qu'ils ont beaucoup de banques qui les utilisent, de trucs comme ça, donc voilà. Okay.
C'est qu'une API JavaScript ou On demande si c'est que JavaScript ou il y a autre chose. Ouais, alors, elle est que JavaScript pour l'instant. Et à Google I.O., on a annoncé qu'on était en train de travailler sur une version Android pour avoir le même type de collaboration réelle sur Android, donc une version Java en gros. Enfin sur Android et même sur l'application Java serveur. Donc ça vous permettra de faire par exemple des applications où vous pourrez avoir un utilisateur web et un utilisateur natif Android qui peuvent collaborer. Donc ça c'est pas encore prêt du tout. Je sais pas vraiment quand est-ce que ça sera fini, mais on est en train de bosser dessus. Ok. Bon, je pense que c'est bon pour les questions. Ok. En tout cas, merci. Bah, merci. Et bien sûr, si vous avez des questions, hein, les organisateurs du GDD peuvent vous mettre en contact avec moi si vous voulez un peu plus de détails, au moins avec notre équipe. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.